Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Américains et Iraniens vont-ils se retrouver à Islamabad, au Pakistan? 24 heures que la question occupe l'espace médiatique. Téhéran ne confirme pas les informations de la presse américaine sur l'envoi d'une délégation iranienne. Le temps presse, la trêve expire dans quelques heures. Au Liban, le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil et ce fil est très mince. L'armée israélienne poursuit ses opérations au sud. Le président Macron va recevoir cet après-midi le Premier ministre libanais à l'Elysée, alors que ni Israël ni le Hezbollah ne voient d'un très bon œil la présence diplomatique française dans ce dossier. Et puis la fin d'une époque chez Apple. Tim Cook, le patron de la marque à la pomme, va quitter son poste après l'été. Il n'a pas inventé l'iPhone, mais il sera celui qui en a fait un succès planétaire. Son successeur devra mettre Apple à l'heure de l'intelligence artificielle. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, c'est quelques chiffres qu'on aimerait mieux ne pas avoir à rappeler. Ici en France, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Ça fait 160 000 enfants chaque année, un tiers d'une classe d'école. Plus de 5 millions d'adultes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est un adulte sur 10. Et parmi ces Français, il y a mes 2 invités. Ils racontent chacun de leur côté et chacun à leur façon les viols qu'ils ont subis petits garçons, les 40 ans qu'il leur a fallu pour parvenir à vivre avec et pour parler au nom de tous ceux qui n'ont pas pu. Ce sont 2 témoignages rares et précieux. Frédéric Pommier, Romain Lemire, merci beaucoup d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Frédéric Pommier. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Votre nom, mais surtout votre voix, sont familières aux éditeurs de France Inter. Vous êtes journaliste depuis une vingtaine d'années. Vous venez de publier Derrière les arbres, sorti aux éditions Flammarion, un récit dans lequel vous racontez les viols que vous avez subis de la part de 4 hommes différents, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans et à 7 ans. Bonjour Romain Lemire. Bonjour. Vous êtes musicien, vous êtes parolier et comédien. Vous racontez, vous, dans Clément, sorti au Cherche Midi, par le biais du roman, l'inceste que vous avez subi avec vos 2 frères, de la part de votre père, de vos 7 à vos 14 ans. Vous avez beaucoup de points communs, tous les 2. Vous avez à peu près le même âge, à quelques mois d'intervalle. Vous avez un amour partagé pour la radio publique et on vous a tous les 2 arraché à votre enfance. Depuis plus de 40 ans, vous vous démenez avec tout ce que ça a créé comme ravage et vos 2 textes, aussi différents soient-ils, sont autant le récit de ce que ça fait que de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Romain Lemire, à quel besoin ce livre correspond-il ? Il y a eu une nécessité impérieuse à un moment donné de comprendre par où j'étais passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte... Enfin, j'ai réalisé que j'étais d'une certaine manière, même si le mot est très galvaudé aujourd'hui, résilient. Mais j'ai pas compris par où j'étais passé. J'avais pas fait 15 ans de psychanalyse. Je sentais que j'étais passé par l'expérience, que j'avais fait ce parcours de manière un peu empirique. Et j'ai voulu retracer ce chemin-là. Et donc j'ai commencé à écrire pour moi au départ, et puis très vite je me suis dit qu'en fait ça pouvait être utile et faire gagner du temps à des gens, leur permettre de lire des mots là où ils ne parviennent pas à en mettre. Vous dites qu'en 2017, au moment du moment MeToo, vous n'avez pas, par pudeur, d'une certaine façon, participé à cette première vague parce qu'il fallait laisser la place aux femmes qui sont victimes dans leur immense majorité, parce qu'il y a eu des récits de femmes, mais il n'y a pas beaucoup de récits de garçons. Ouais, au moment du mouvement MeToo, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment le temps pour nous, et je crois qu'elle le disait, si on savait l'entendre, c'était le temps pour nous d'écouter, quoi. Et donc j'ai pas participé effectivement, j'ai pas tweeté au moment du mouvement MeToo. Quand il y a eu MeToo inceste, là je me souviens, j'écoutais le 13h de France Inter, j'ai entendu le départ de cette vague et j'ai tweeté immédiatement en quelques secondes de manière très simple et naturelle, parce que je sentais qu'on arrivait aussi à un moment, d'abord j'étais concerné très directement, mais je sentais qu'on arrivait à un moment où on commençait à entendre dans les fils pro-féministes, etc., et messieurs, où êtes-vous ? On a envie de vous entendre aussi maintenant. J'ai senti que c'était le moment. Et vous, Frédéric Pommier, à quel moment correspond ce livre ?
Alors moi, j'ai à aucun moment eu l'impression que je pouvais dire moi aussi, sans en dire davantage et sans raconter toute l'histoire. Euh, le livre, je l'ai commencé en 2000, je sais pas, il y a 4 ans, mettons. Il y a 4 ans, au moment où j'ai ressenti le besoin de raconter. Et au début, en racontant de façon parcellaire, je savais pas exactement quoi. Je savais pas la forme qu'aurait ce livre. Je savais qu'il fallait que je dise publiquement que je n'étais pas simplement celui qu'on pensait que j'étais. Il y avait un petit peu cette idée-là, je crois, de dire, voilà, on m'entend tous les jours à la radio, je suis depuis quelques années quelqu'un qui pose des questions, qui accouche des confidences des autres en parlant musique. Et Il y avait une forme de duplicité, un peu de... pas de duplicité, mais d'envie de dire, d'envie de crier même, d'envie de crier. Ça, c'est la vie que j'ai réussi à mener. Mais la vie, comme la vie de tant d'autres personnes, elle est faite de beaucoup d'autres choses et parfois de choses tragiques. Moi, j'avais à ce moment-là vraiment le besoin de commencer à essayer d'en faire moi quelque chose, de ne plus subir tout ce que j'avais subi, en décidant qu'il fallait que je choisisse comment les raconter, en reprenant finalement le pouvoir sur tout ce que j'avais subi. Moi, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Les hommes qui ont bousillé mon enfance et qui ont abusé de moi, m'ont volé mon corps, m'ont bousillé la mémoire et ont bouffé une partie de mon existence. Et en décidant et en choisissant de les écrire, c'est moi qui reprends le pouvoir. Je suis plus le petit garçon qui subit. Je suis toujours le petit garçon, mais le petit garçon qui a grandi et qui est maintenant assez fort pour poser les mots sur ce qu'il a traversé. Il fallait reprendre possession de votre histoire quand on a une profession publique qui est la vôtre et qu'effectivement vous avez cette relation intime avec vos auditeurs. Est-ce que ça vous a fait peur de leur confier ça? Ça n'a pas simplifié les choses. Alors, c'est un métier public de façon raisonnée, on ne m'arrête pas dans la rue, voilà. C'est un métier de journaliste, donc c'est un peu public, c'est la radio, un petit peu la télé, pas plus que ça. Pour autant, ça ne simplifie pas les choses pour porter plainte, par exemple, parce que tout d'un coup, ça devient un dossier sensible. Et qu'on ne peut pas aller confier son histoire n'importe où parce qu'on veut pas que ce soit public trop tôt, parce qu'on veut essayer de maîtriser les choses. Donc ça, oui, ça complique un peu les choses et ça oblige à une droiture permanente. C'est aussi une marque de confiance que vous faites aux gens à qui je me livre. Voilà. Oui, oui. Et je fais toute confiance à tous ceux qui entendent et je sais que on est entendu. Romain, en racontant votre histoire, vous racontez aussi celle de vos frères. L'un d'entre eux est historien, Vincent Lemire. Ils n'avaient pas raconté leur histoire, eux, publiquement. Comment ça s'est passé entre vous trois? Mes frères avaient pas raconté leur histoire publiquement, mais on était dans une situation où tous nos amis, avaient été informés à un moment ou à un autre. Vous appelez la coalition des violets tous les trois. Ouais, il y a une cohésion. Ouais. Une cohésion. Ouais. Et donc c'était pas un secret que je révélais auprès de notre entourage, même assez large. Mais effectivement, écrire un livre, c'est encore une autre démarche. Et puis il n'y a pas que mes frères, il y a des oncles, des tantes, des cousins, ma mère qui est toujours là. Donc effectivement, mais c'est un peu par le livre, je voulais étayer la thèse qu'il contient, c'est-à-dire ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, élargir, c'est-à-dire l'inceste ou les VSS sur mineurs, c'est en parler qui est tabou, pas le faire. Les chiffres sont tels qu'on voit bien que ça n'est pas un tabou de le faire, c'est un tabou d'en parler. Et donc je me disais, il faut alléger tout ça et faire rentrer ça dans le champ d'une conversation courante, comme on parle d'un fait de société
même le mot inceste, il est un peu poisseux. On hésite à le prononcer, on baisse un peu la voix, on l'articule mal, alors qu'il faut parler d'inceste comme on parle de braquage. Enfin, je veux dire, quand on parle d'inceste, on est gêné parce qu'on a l'impression qu'on parle de sexualité. Il faut se dire que quand on parle d'inceste, on ne parle pas de sexualité, on parle de criminologie. Et à ce moment-là, on peut aborder le sujet de manière beaucoup plus détendue. Comme on n'a pas de réticence à dire meurtre ou assassinat. Exactement. D'une certaine façon. Aujourd'hui, vous parlez tous les deux, mais vous n'avez rien dit ou rien pu dire pendant longtemps. C'est l'un de vos points communs. Romain, je le disais, vous avez subi cet inceste de votre père de vos 7 à vos 14 ans, jusqu'au moment où votre frère aîné a révélé la sienne, l'histoire, la vôtre, celle de votre frère et d'autres personnes, on y reviendra tout à l'heure, et votre père s'est suicidé. Et voilà, vous avez 14 ans. Ouais. Eh ben, il s'est suicidé avant que les choses se compliquent. Donc ça a été très brutal. Cela dit, il avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Mais ça, moi, je l'ignorais à ce moment-là. Donc pour moi, la brutalité a été absolue. Mais en réalité, il avait un très ancien désir de mort. Et ça a été... les révélations ont été pour lui un déclencheur. Voilà. Vous venez d'une famille parisienne, bourgeoise, éduquée, votre père adoré, un type un peu fantasque. Vous écrivez justement à propos de ce mot inceste que vous l'avez découvert dans un livre de Françoise Dolto qu'on vous a offert quand vous aviez 13 ans. Et vous a dit en lisant, mais en fait, c'est pas mon histoire parce que moi, mon père, il a toujours été très doux avec moi. Ouais, Françoise Dolto... dans le complexe du homard. J'ai lu ça, j'avais peut-être alors 13 ans. Et elle parle de violence. Donc je me disais, ah non, enfin, il y a quelque chose qui est approchant par rapport à ce que j'ai vécu, parce qu'elle parle de rapports sexuels entre membres d'une même famille. Je découvre le mot inceste, je découvre la notion même, enfin voilà. Mais parce que c'était un impensé total dans ma tête, quoi. J'avais des souvenirs intacts, moi, mais totalement impensés, non traités. Vous ne mettiez pas de mots sur ce que vous viviez? Non, c'était rangé tel quel, intact, dans une case, voilà, et ça n'en bougeait pas, quoi. Mais elle parle de violence. Alors je me disais, non, c'est pas tout à fait ça. Et en fait, Clément, c'est aussi un livre sur la bombe à retardement, et d'ailleurs derrière les arbres aussi, sur la bombe à retardement que ça représente, sur l'effet retard de l'inceste. On va y venir, bien sûr. Vous, Frédéric, vous avez toujours su que quelque chose vous étiez arrivé, mais vous avez enfoui une forme d'amnésie traumatique au plus profond de vous. Et puis, un jour, vous vous faites agresser, vous êtes adulte, 33 ans, je crois, dans le hall de votre immeuble. Et ce jour-là, vous résistez au type qui veut vous soutirer de l'argent. Et il y a quelque chose qui revient. Vous dites comme des relents de vomi. Et petit à petit... J'ai commencé à dire que j'avais toujours su. J'ai commencé à dire, il m'est arrivé quelque chose de grave dans mon enfance, à l'adolescence à peu près. Moi, petit, ce que je raconte dans le livre, c'est 3 scènes de violence sexuelle, 3 viols et une agression sexuelle. Et je raconte aussi comment, à chaque fois, le cerveau déconnecte. Il déconnecte pour ne pas mourir de peur. Et après, comment le cerveau, il cache ce qui vient de se produire dans un endroit qui rend les choses déjà impossibles à retrouver pour le petit garçon. Le cerveau, il déconnecte, et puis le petit garçon à qui ça arrive, ces choses-là, ce sont des choses qui lui sont totalement incompréhensibles. Il ne sait pas ce que c'est qu'un corps d'adulte, il ne sait pas ce que c'est qu'un sexe d'adulte, il ne sait rien du corps, il ne sait rien de ce qu'on lui fait, il ne comprend rien. Donc, comment garder en mémoire quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est très compliqué. De surcroît, on lui dit de se taire, on lui impose de se taire. De surcroît, on va jusqu'à lui dire ce qui vient de se passer, c'est toi qui l'as voulu, ou je savais que tu en avais envie. C'est une phrase que j'ai entendue, moi, à l'âge de 7 ans, 3/4. C'est une phrase atroce, puisqu'elle ajoute au viol du corps le viol du cerveau, et ensuite,
Une fois qu'on a ça dans l'oreille, on a juste envie de mourir. Et surtout pas de raconter ce qu'on a été à même de provoquer, c'est-à-dire le désir qu'on a provoqué et finalement ce qui vient de se passer, dont on n'a rien compris. Par la suite, j'ai eu une enfance chaotique dans la tête, tout en étant dans une famille très aimante, avec des parents très attentifs, un frère, une sœur, une famille normale, sans drame particulier. Mais moi, j'étais cabossé de l'intérieur. Et puis, j'ai eu tous les signes qui montraient que ça n'allait pas très bien. J'étais un petit garçon qui, en secret, se frappait et s'insultait. J'étais un petit garçon qui, pendant plusieurs années, a eu des voix dans la tête. Ça, j'en ai parlé à ma mère beaucoup, chaque fois qu'elle surgissait. Mais j'étais incapable de raconter précisément qu'il s'était passé des choses puisque je les avais oubliées. Je racontais mes cauchemars, je pleurais beaucoup. Mais à l'adolescence, j'ai commencé à dire il s'est passé quelque chose. Et puis après, j'ai commencé à dire c'est en rapport avec cette partie-là de mon corps, avec mon sexe, mes fesses, avec ma bouche. Mais j'avais beaucoup d'images aussi tous les matins, les mêmes visions, mais des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Parce que les 4 scènes que j'avais subies, les 3 viols et l'agression sexuelle, dans ma mémoire, c'était complètement mélangé. Donc j'avais des lieux différents, des silhouettes différentes, des odeurs, des ombres. Et effectivement, un jour, j'ai 34 ans, je me fais agresser dans le hall de mon immeuble. Et je pense que le fait d'avoir résisté à cet homme, de m'être un peu battu, enfin je l'ai frappé, cet agresseur. Je lui ai fait mal, je ne lui ai pas donné d'argent. Je pense que le fait de refuser à cet âge-là d'être une victime, ça a libéré quelque chose dans mon cerveau qui m'a permis d'accueillir avec enfin un peu de précision ces souvenirs où j'avais été une victime qui n'avait pas pu se défendre. Pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte et nous regardent ce que c'est qu'une amnésie traumatique, il y a une scène dingue, entre autres scènes dans votre livre. Vous racontez à votre mère qu'une amie à vous qui s'appelle Juliette vous a confié qu'elle avait été violée quand elle avait 10 ans. Vous dites à votre mère, c'est dingue, ses parents n'ont rien vu. Toi, tu aurais vu si quelqu'un m'avait fait mal. On reviendra sur ce que ça fait aussi dans les familles. Comment on raconte l'intime, Romain Lemire, jusqu'où on pousse l'écriture. Certaines des pages de vos livres sont insoutenables, évidemment à des années-lumière de ce que vous avez vécu vous, mais en tant que lecteur, ce sont des moments durs. Il faut les écrire, il faut appeler un viol, un inceste, un sexe, une fellation, quand elle est imposée. Il faut dire ces mots, il faut les écrire. C'est important. Ouais, j'ai voulu raconter l'inceste à hauteur d'enfant. Parce que, en fait, on a toujours le filtre du souvenir. Je me souviens que... et dans les récits, mais ce qui est normal, puisqu'on parle de là où on est, c'est complètement normal. Et là, c'est ce que permet la littérature. Et donc, j'ai voulu m'en servir et m'en saisir. J'ai voulu écrire l'inceste à hauteur d'enfant. Et effectivement, le lecteur est dans la pièce, quoi. Donc, voilà ce que c'est l'inceste. Voilà, je vous montre, mais de manière très factuelle, quoi. C'est pour reprendre le verbe que Christine Angot affectionne particulièrement, dire, simplement dire. Et après, on sait de quoi on parle. Vous avez beaucoup de points communs, je le disais, et parmi eux, il y a effectivement cette expérience de l'enfance. Et puis ces dizaines d'années de souffrance ensuite et d'errance sexuelle, d'envie de mourir, avec parfois, et notamment pour vous, Frédéric, des tentatives de suicide à répétition, des comportements autodestructeurs, erratiques, l'alcoolisme, des maux physiques. Vous, Romain, vous racontez toutes ces années où vous avez eu de l'eczéma. Vous, Frédéric, ce mal de dos que vous avez eu aussi. Des difficultés scolaires. Vous avez évoqué ces voix dans votre tête, ces scènes d'automutilation. On comprend que ces violences sexuelles et que cet inceste, ça crée comme un séisme avec ces répliques qui durent. Et il faut raconter ça aussi. C'est une déflagration tout au long de la vie, il me semble. Et on essaie de se dépatouiller avec ça, avec les moyens qu'on a. Ouais. Donc, c'est comme les répliques, comme un écho. Normalement, un écho, quand on lance
un cri contre une paroi, l'écho se réduit progressivement. Et en fait, j'ai eu la même impression en lisant le livre de Frédéric, mais c'est aussi ce qu'on trouve dans le mien. Il y a un moment où c'est complètement contre tout principe élémentaire de physique. L'écho grandit. Et en fait, à un moment, il faut... on est submergé, quoi. Et il grandit jusqu'à ce qu'on parle. Enfin, moi, ça a été ça. Le besoin de parler, c'était aussi parce que cet écho-là, il n'était plus supportable. Moi, si j'ai commencé à écrire, et c'était un peu la même démarche quand j'ai décidé de porter plainte, c'est parce que je ne pouvais plus vivre sans le faire. C'est-à-dire qu'il fallait que je prenne une décision pour reprendre le pouvoir sur mon existence et aussi pour supporter cet écho qui est au bout d'un moment absolument insupportable, le temps qu'on ne le jette pas à la face du monde pour dire voilà les faits, voilà ce qui s'est passé. Moi, ce que j'écris, alors c'est marrant parce qu'effectivement, j'écris aussi et j'ai pris ce soin-là d'écrire à hauteur d'enfant. C'est précisément le même choix littéraire et d'écrire à chaque. Est-ce que c'est un choix littéraire ou c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, que vous ne pouviez pas le raconter autrement qu'à hauteur d'enfant ? Moi, c'était une forme de distance littéraire qui me permettait de faire du petit garçon que j'ai été un personnage et qui me permettait aussi de dire plus de choses. Je pense que cette distance à hauteur d'enfant, à hauteur de l'âge du personnage en tout cas, et le choix de la formule littéraire aussi, elle permet de dire beaucoup, beaucoup plus de choses qu'un témoignage. Pourtant, c'est vous sur la photo, Frédéric Pommier. C'est vous le petit garçon. Oui, et c'est pour ce petit garçon-là aussi que j'ai écrit. Et c'est pour lui rendre justice, puisque la justice elle-même ne la lui rendra jamais, puisque les faits sont prescrits. Mais le viol, quelle que soit la personne qui le commet, laisse sur l'enfant violé des marques absolument irréparables. Certains, très nombreux, en meurent. Et ceux qui n'en meurent pas font tout pour continuer à vivre en mettant des pansements toute leur vie. Quand les pansements s'arrachent, il faut trouver d'autres solutions. Donc oui, ça peut être des addictions, ça peut être une sexualité débordante, ça peut être l'envie d'en finir, et puis finalement on se dit là j'ai tellement eu envie d'en finir que puisque je ne le fais pas, c'est que je vais continuer à avancer. Mais le viol, c'est un poison qui part jamais. Donc il faut s'y habituer et se dire là, il est dans les jambes, ça va, c'est supportable. On va faire en sorte qu'il n'atteigne pas le cœur ou le cerveau, parce que à ce moment-là, c'est encore plus dur. Ça écrase tout, ça a écrasé vos 40 dernières années. Et ce qui est très sensible dans vos deux témoignages, c'est que vous le dites moins clairement que Frédéric. Romain, j'espère ne pas trahir votre pensée, mais c'est avant même de comprendre ce qui vous était arrivé, vous avez eu tous les deux enfants, en fait, envie de mourir. Vous trouviez que l'enfance c'était trop long, que c'était trop dur? Ouais. Moi, je me souviens que je regardais mes copains en classe, très souvent, je me demandais qui va mourir en premier. Ce qui n'est pas une question, normalement, qu'un enfant de 7, 8, 9 ans se pose couramment, quoi. Et souvent, quand j'entrais dans une pièce ou quand j'en étais à table et tout ça, je me disais qui... Même, je regardais autour de moi, ma famille, je me disais mes frères et sœurs, qui va mourir en premier. Et... ouais, j'ai jamais eu de tentative suicidaire, mais longtemps, je me disais, je préférerais ne pas vivre quand même. Même si j'étais pas capable, moi, de prendre cette décision, quoi. Mais pour revenir à ce que vous interrogiez tout à l'heure sur la mise à distance ou pas la mise à distance, et parler à hauteur d'enfant ou pas à hauteur d'enfant, en fait, j'avais envie de donner à Clément les mots qu'il n'avait pas eu à l'époque, et non pas moi, Romain Lemire, utiliser des mots que j'arrive à mettre maintenant. Ça, d'accord. Mais je voulais donner à l'enfant que j'ai été, qui n'avait pas les mots à l'époque, les mots. J'ai voulu repasser par là, véritablement, quoi, et faire repasser par là le lecteur, pour véritablement qu'il soit ignorant en même temps que moi, en même temps que le personnage. Voilà. Ce qui est aussi une façon de redonner corps à l'enfant. Complètement. Parce qu'en fait, on parle d'enfance, mais à partir du premier viol, l'enfance est fini. Ouais. C'est fini. C'est plus un enfant. C'est plus un enfant. C'est autre chose.
mais c'est plus un enfant. Donc, je crois que nos livres et les choix qu'on a faits de se mettre à hauteur d'enfant, c'est aussi se dire qu'on redonne vie aux enfants qu'on était et qu'on a massacrés trop tôt. Et finalement, ils sont très très vivants dans nos livres à tous les deux, Ouais. comme des enfants. Et d'ailleurs, Romain, votre livre, il est effectivement, c'est juste que vous dites, on le découvre avec vous d'une certaine façon ce qu'il vous arrive, même si ce livre s'appelle Clément et que les noms sont modifiés. Il y a beaucoup de joie dans ce livre, de joie de votre vie d'enfant. Il y a quelque chose parfois du petit Nicolas, presque une espèce de naïveté comme ça, Ouais. de ce qui arrive. Vous êtes amoureux de 1000 filles en même temps, et les vacances d'été chez vos grands-parents. C'est fait de ça aussi, bien sûr. Oui, j'ai vraiment voulu aussi montrer que, en tout cas dans mon cas, j'ai eu en fait une enfance. Effectivement, ça n'est plus un enfant, mais on vit toujours une enfance. On est toujours traité en enfant, et donc il y a des Vous avez joies. une enfance tout court. Comment Vous ne pouvez pas la qualifier, cette enfance, mais vous avez eu une enfance. Point. Ouais, de fait, oui. Et en fait, l'enfance, pour moi, elle a continué avec du brouillard dans la tête. Mais elle a continué aussi avec plein d'expériences qui ont été joyeuses, constructives. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas uniquement du glauque, quoi. Et donc, tout ça se retrouve dans le livre où il y a pas mal de choses qui sont aussi assez marrantes. Les agressions sexuelles, ça ne bousille pas seulement les agressés, ça peut saccager tous les membres d'une famille. Vous me dites, Frédéric, si c'est pas possible d'en parler, mais vous évoquiez vos parents tout à l'heure, des parents aimants, vous avez un frère et une sœur. Au moment où vous leur racontez, au fur et à mesure que ça vous revient, d'ailleurs vous parlez de brouillard, vous parlez de neige, c'est cataclysmique pour des parents. Surtout que ça vous est arrivé à plusieurs reprises. Oui, il n'était jamais là. Donc, il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas me protéger les jours où c'est arrivé. Donc, c'est vous qui le dites ou c'est eux, ça? C'est moi qui insiste pour le dire et pour qu'ils l'entendent. Voilà. Il n'en demeure pas moins que depuis qu'ils savent, je les sais nourris de culpabilité, ce qui est légitime. Mais ils ne sont coupables de rien, et même pas coupables du silence qui a été le mien, puisque je ne pouvais pas parler. Malgré l'insistance de ma mère, qui voyait que je n'allais pas bien, et qui à plusieurs reprises, enfin qui pendant des années a essayé de comprendre pourquoi je n'allais pas bien, qui m'a emmené voir des psychologues, qui n'ont pas su poser les bonnes questions et pas su réveiller les souvenirs qui m'avaient traumatisé. Ce qui est dingue. Ce qui est peut-être lié à l'époque aussi. Fin des années 70, début des années 80, les viols sur enfants, on n'en parlait pas trop. Les viols, d'une manière générale, on n'en parlait pas trop non plus. Est-ce que les professionnels du soin psychologique étaient formés comme ils le sont aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on irait davantage sur les bonnes questions qu'à l'époque. Mais oui, le viol bousille la personne abusée, mais aussi l'entourage, quand l'entourage est au courant, parce que l'entourage s'en veut de ne pas avoir vu, de ne pas avoir protégé, de ne pas avoir su par la suite. Et c'est comme une chaîne de culpabilité, et c'est comme une bombe à fragmentation, non seulement dans la vie de l'enfant abusé, mais aussi dans son entourage. Ça fait beaucoup de victimes collatérales. Et beaucoup. Et même les amis. Et après, c'est tout le monde qui doit vivre avec ça. Et avec les reproches qu'on se fait tous. Et c'est comme un... Enfin, j'ai l'impression que les violences sexuelles sur les enfants, enfin, j'ai l'impression depuis que je parle, même depuis quelques jours, où je n'en reviens pas des 10 000 messages reçus en 3 jours, et des gens qui me racontent leur histoire, et qui me racontent... maintenant, je vais parler... Et c'est comme une nappe phréatique de douleur, comme l'expression crime de masse serait sans doute pas adaptée, mais en même temps un crime diffus
qui est commis. Effectivement, le tabou, c'est d'en parler. Le tabou, c'est pas de le commettre. Ces crimes-là, ils sont commis. Et non seulement il y a les victimes, mais il y a toutes les victimes collatérales autour. Crime de masse, en même temps, le viol est un crime au sens juridique du terme. Et il y a une masse. Et il y a une masse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait... Et je voudrais qu'on parle justement, on y reviendra sur la question de la prescription, parce que c'est fondamental et ça fait écho à votre histoire. Frédéric, un mot de l'entourage, justement. Fragmentation, dit Frédéric. Il se trouve que votre mère, vous l'évoquiez tout à l'heure, je voudrais qu'on en dise quelques mots, a su. Et quand elle a su, elle n'a rien dit pendant des années. Oui, alors d'abord elle l'a cru tout de suite. Donc ça, c'est parce que c'est pas le cas de tous les parents quand même. Mais effectivement, elle a été incapable de traiter ce sujet pour elle-même d'abord. Et puis elle a été incapable de le traiter donc pour son entourage proche, pour ses enfants, pour la famille. Et donc en fait, au fil des années, on en a parlé les uns avec les autres. Ce qui veut dire, que la mémoire de votre père, qui était un type génial pour beaucoup des gens de votre famille, n'a jamais été heurtée publiquement. En tout cas, pas du fait de votre mère. Elle a conservé une espèce de promesse quelque chose qu'il lui a demandé dans la lettre qu'il a écrite avant de se suicider. S'il te plaît, protège mes parents. Et elle a tenu cette promesse pendant un moment. Oui, exactement. Mon père a demandé dans une lettre qu'il a laissée à ce que sa mémoire soit protégée auprès de ses parents, etc. Et c'était parole d'un mort, donc c'était sacré. Ça a participé aussi à ce silence et à cette absence de réparation. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand on a vécu un traumatisme de cet ordre, il y a deux solutions. C'est soit l'autosabotage, en gros, pour aller vite, soit mettre les choses à leur place. Auprès duquel vous n'êtes pas passé loin de l'autosabotage, les deux. Soit mettre les choses à leur place. Et mettre les choses à leur place, c'est possible. Et le livre de Frédéric, il le dit, il le montre, et le mien aussi. En fait, on peut, parce que ça paraît... Je le sais puisque j'en viens, et Frédéric aussi, ça paraît... ça peut paraître insurmontable, se dire mais c'est pas possible, je peux pas aborder le sujet avec mes parents, je peux pas aborder le sujet avec mes oncles et tantes, il va y avoir un cataclysme, la maison va s'écrouler sur elle-même et tout ça. Non, en fait, non. Et il faut moins d'énergie pour vivre, pour se confronter à cette réalité, y compris en famille. C'est douloureux, c'est pas des moments faciles à traverser, mais je veux dire, ça se peut, on peut mettre des mots dessus, on a un langage. C'est plus facile de s'y confronter que de vivre sans s'y confronter, en fait. On croit que ça va être plus simple si on met ça sous le tapis. En fait, on lutte des années jusqu'à ce qu'effectivement ça devienne intolérable et qu'il faille parler, mais à ce moment-là, c'est de manière plus désorganisée. Je veux dire, ça pète comme un bouchon de champagne, quoi. Vous publiez des échanges de lettres avec votre mère, où elle finit par comprendre quelle place elle a, quel rôle elle a joué dans la narration de cette histoire. Et ce livre, c'est pour dire que vous avez compris, vous lui avez pardonné son silence. J'ai compris qu'elle était réellement, sincèrement incapable de traiter la question. Et même si je trouve que c'est scandaleux, je ne peux que l'accepter. Voilà ce que je peux en dire. Frédéric, vous avez décidé, disons, ça s'est imposé à vous, plutôt que vous avez décidé, quoi qu'il y a des deux sans doute, à l'aube de vos 48 ans, de porter plainte contre l'un de vos agresseurs, qui est un homme politique, qui a été maire et député en Normandie. Vous ne le nommez pas, mais depuis que votre livre est sorti, certains confrères s'en sont chargés. Je pense que c'est pas la peine d'y revenir. En tout cas, parce que ce n'est pas le sujet de votre livre, c'est pour ça que je dis ça. Vous l'avez croisé plusieurs fois dans votre vie, dans des scènes d'une horreur. Avant de déposer cette plainte, il se trouve que la confrontation a eu lieu il y a quelques semaines. Il a nié. Il a tout nié. Oui, moi j'ai porté plainte en juillet 2023. Effectivement, à l'aube de mes 48 ans, je souhaitais que ça se produise avant que j'ai 48 ans, parce qu'avec la loi actuelle, ça n'aurait pas été prescrit. Malheureusement, je ne peux pas bénéficier des lois
de la loi actuelle. Les lois ne sont pas rétrospectives. La loi actuelle, la prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la Tout à victime, mais ça ne vous... Au moment des Voilà, faits ça ne me vous concerne concernant, la prescription allait jusqu'à 10 années après la majorité. Donc à 28 ans, alors qu'à ce moment-là, les souvenirs que j'avais étaient totalement flous, que je n'avais identifié personne, et même pas avec précision ce qui m'était arrivé, ça y est, c'était prescrit. Vous n'auriez pas pu. Pour autant, je pouvais rien dire à ce moment-là. Pour autant, oui, j'ai porté plainte. Il a fallu... C'est très dur de porter plainte, hein. C'est très très compliqué. Moi, j'ai passé des mois à me torturer pour savoir si je devais y aller, pour savoir qu'est-ce que j'allais gagner. Je savais que j'allais pas y gagner grand-chose. Et finalement, si je suis allé jusqu'au bout de cette démarche, en sachant que c'était prescrit, c'était en me disant, si ça se trouve, il y en a d'autres qui n'ont pas encore pris la parole et qui, quand cette plainte sera rendue publique, pourront parler. Et si ça se trouve, cet homme-là continue à commettre des crimes, je m'en voudrais atrocement si je l'apprends dans 10 ans, alors qu'une plainte aurait pu peut-être l'empêcher de commettre ces crimes-là. Ce monsieur a été auditionné 2 ans et demi après ma plainte, en janvier dernier. 2 ans et demi après ma plainte. La justice, aujourd'hui, c'est ça. Donc 40 ans, plus de 40 ans après les faits. 43 ans après les faits. J'espère qu'il n'y a pas eu de crime commis entre le dépôt de ma plainte et son audition. Il a nié, au moment de son audition, répétant à 6 reprises qu'il n'était pas attiré par les enfants. Et une confrontation a été organisée 1 mois après, au mois de février. Et effectivement, pendant plus de 3 heures, j'ai entendu ce monsieur nier les faits, se souvenir qu'effectivement, du jour où j'étais venu avec mon oncle et ma tante déjeuner chez ses parents, 43 ans plus tôt, ça, il s'en rappelait. Il se souvenait du déjeuner, il se souvenait d'une balade en forêt, il se souvenait d'un petit garçon curieux et intelligent. La seule chose qu'il a oublié, c'est la demi-heure pendant laquelle il m'a emmené faire un tour. La demi-heure où il m'a violé. Mon oncle a témoigné auprès des enquêteurs pour dire effectivement, ce jour-là, il l'a emmené faire un tour. Ils sont revenus une demi-heure plus tard et Frédéric ne disait plus rien. Et d'entendre nier ce monsieur, d'entendre dire que ce moment n'a pas existé, qu'on n'a jamais été seuls tous les deux, ça a été pour moi très très douloureux, évidemment. Mais à ce moment-là, la douleur a provoqué comme une énorme colère et j'ai pu, dans des élans de colère, lui dire à quel point il avait massacré une partie de ma vie, à quel point il ne risquait plus rien en plus à avouer pour que moi je puisse continuer à me reconstruire puisque c'est prescrit. Et à quel point aussi il ne m'avait pas abîmé que moi, mais aussi mes proches. Et le simple fait d'avoir finalement pu parler, pu dire les mots à ce monsieur qui m'a violé, c'est peut-être une forme de réparation. En tout cas, ça y participe et ça a donné du sens à ma plainte. Même si depuis, j'ai une espèce de bloc de granit qui pèse 100 kilos dans le ventre parce que je pense que mon corps ne digère pas ce nom répété régulièrement par cet homme qui est le refus d'admettre l'un des cataclysmes de mon enfance. Et qui est juridiquement innocent. Il est juridiquement innocent, même si le procureur de la République, en annonçant le classement sans suite cette semaine, insiste pour dire que c'est un classement sans suite uniquement justifié par la prescription, mais qu'au regard du dossier, il atteste du sérieux absolu et de la crédibilité absolue de mes déclarations et de mon témoignage, et qu'il s'étonne du peu de cohérence de la défense du mis en cause. Et on imagine l'importance de ces mots. C'est très important. Pour vous. C'est très important. Romain Lemire, cette confrontation, vous ne l'aurez jamais eue. Qu'est-ce que vous en avez fait de ça, de cette impossibilité? C'est une question que je me suis toujours posée et que je me poserai toute ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous lui auriez dit? S'il avait vécu, oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je le remercie, enfin, à la fin du livre, d'une certaine manière, de nous avoir épargné ça.
fait, au moment où tout allait éclater, il a disparu. Il y a quelque chose qui peut être perçu comme lâche là-dedans, et ça, peut-être ça l'est, hein. Je dis pas le contraire. Mais à l'idée que j'aurais pu être plus tard confronté à lui et devoir démêler ça avec lui, ça me paraît mais vertigineux, lunaire. Enfin, et insurmontable pour le coup. Insurmontable, mais parce que aussi notre histoire, à mon père et moi, s'est arrêtée. Notre histoire, je parle dans sa globalité, enfin notre rencontre, notre vie commune, elle s'est arrêtée lorsque j'avais 14 ans. Donc moi, je suis bloqué de ce point de vue-là à moi quand j'en avais 14, quoi. Évidemment, je suis plus le même, j'ai plus les mêmes moyens aujourd'hui, etc. Mais du coup, je suis incapable d'imaginer ce qu'aurait pu être la rencontre entre cet homme et moi maintenant. C'est vraiment, c'est un autre monde. Vous parliez tout à l'heure, Frédéric Pommier, de crime de masse. Il se trouve que le seul crime ici en France qui n'est pas prescrit, c'est le crime contre l'humanité. Les crimes aujourd'hui, donc la loi a été récemment changée, c'est 30 ans de prescription à la majorité d'une personne. Quand on sait, et vous venez de le raconter, effectivement, la déflagration, la bombe à fragmentation que c'est tout au long d'une existence, est-ce qu'il n'est pas temps de changer cette loi et de considérer que les violences sexuelles sur des enfants doivent être imprescriptibles? Frédéric? Moi, j'y suis favorable parce que Romain? J'aimerais que un violeur, quelqu'un qui a perpétré un viol sur mineur, ne soit jamais tranquille, en fait. Voilà, c'est ça, qu'il sache que n'importe quand, jusqu'à son dernier souffle, ça peut sonner à la porte et il peut y avoir une perquisition. Voilà. Le fait qu'il y ait une prescriptibilité aussi pose vraiment problème par rapport à l'amnésie traumatique. Enfin, je veux dire, qui est quand même très courante dans ces affaires-là. Le cerveau disjoncte. Et voilà, ça n'a pas été mon cas, mais des histoires comme ça, j'en ai lu et entendu beaucoup. C'est très courant. Donc ça ne correspond pas à la réalité des faits, le fait qu'il y ait une prescription. La prescription est fondée sur des principes qui sont défendus. Et ici en France, le droit à l'oubli, ce qu'on appelle aussi le pardon légal, considérer que pour préserver une forme de paix sociale, il faudrait s'entendre sur le fait que le trouble pourrait s'apaiser progressivement avec le temps. Mais effectivement, ça ne correspond en rien à la réalité de ce que vivent les victimes. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix pour les victimes. Il n'y a jamais de paix pour les victimes. Donc la paix sociale, oui, mais la paix sociale, on considère qu'on est 5 millions d'adultes qui avons été victimes de violences sexuelles dans notre enfance. La paix sociale, pensons à ces 5 millions de personnes. Dans le livre, j'écris effectivement cette phrase, la prescription est la complice des violeurs d'enfants. Parce que précisément, les enfants, ceux qui ont réussi à continuer à vivre, c'est parce qu'ils ont oublié. Et certains se souviennent très très tard. Et certains se souviennent à 50, 60, 70 ans. Et tout d'un coup, de se souvenir donne une explication à beaucoup d'éléments de leur vie. Et est-ce qu'ils sont en paix quand ils découvrent que les violeurs, eux, seront libres à jamais et jamais inquiétés? Non, ils sont plus encore en colère. Donc la prescription en matière sexuelle, pour moi, elle n'est pas du tout dans l'apaisement, elle est juste un outil de colère sociale. Vous dites, et vous rappelez justement, Frédéric, que beaucoup d'enfants n'ont pas pu parler. Certains n'y ont pas survécu. C'est le cas d'un de vos cousins, Romain, que vous appelez Benjamin dans le livre. Je ne sais pas si c'est son vrai prénom. Ce livre aussi lui est dédié. J'imagine, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. François Morel, que vous connaissez bien aussi, Frédéric, dit de vous, Romain, que vous avez une confiance ténue en l'humanité. Ma question est celle-ci. Après, quand on a vécu ce que vous avez vécu, Frédéric, vous avez 2 enfants, comment on refait confiance? Moi, j'ai tendance à faire confiance, je crois, a priori. J'ai tendance à faire confiance a priori, et puis je préfère récupérer mes billes plus tard si ça se passe mal. Et vous, Frédéric? Il y a du ciel bleu partout.
Il faut le chercher, on le trouve, il faut parler, il faut se dire qu'on est plus fort. Il faut savoir au fond de soi que les méchants gagnent pas toujours et qu'on a tous ce droit à la légèreté et qu'on y aspire tous et croire toujours en la beauté du monde. Et vous y croyez encore ? Oui, et des hommes aussi. Ces 2 livres sont d'une certaine façon vos 2 victoires. Frédéric Pommier, Derrière les arbres, qui vient de sortir chez Flammarion. Ce sont par ailleurs 2 objets littéraires magnifiques, au-delà de l'histoire qu'ils racontent. Romain Lemire, votre livre s'appelle Clément. Il est sorti au Cherche Midi. Merci infiniment d'avoir déposé une partie de vos histoires sur ce plateau ce matin. Et pardon pour mon émotion. Une émission à revoir en replay, réécoutée en podcast.